On n'a pas de majorité absolue, mais par contre, je pense qu'au-delà de ça, ça représente... Renaissance, Oui. ou ensemble. Et il n'y a pas. Le « on », en l'occurrence, Oui. veut dire il n'y a pas de majorité absolue pour le gouvernement, en effet. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir à quel point, au final, cette utilisation du 49.3 et cette évolution de la vision que les citoyens en ont, elle tient aussi largement à une crise plus globale de la confiance et de la démocratie dans son ensemble. Et en effet, c'est utilisé dans des cas exceptionnels, mais d'une certaine manière, nous sommes un peu dans un cas exceptionnel, dans un contexte de crise politique, parce que notre élection présidentielle s'est tenue dans un contexte également de crise internationale, de post-crise sanitaire, qui a quand même fragilisé la façon dont les... Enfin, de post-sanitaire qui continue d'ailleurs. Mais Mais du coup, il y a cette dimension de crise en plein milieu qui a joué aussi sur le rapport des Français avec leurs élus et avec leurs représentants. Et je pense que ça joue beaucoup sur cette vision du 49.3. J'irais même encore plus loin Sur cette base, on a aussi tous les relais qui sont mobilisés aujourd'hui pour faire justement cette communication et donner un élan beaucoup plus large à ce cirque entre guillemets, mais parce que justement LFI en fait un outil aussi pour mobiliser son électorat, pour mobiliser ses militants, pour pouvoir dire on est actif comme vous le souhaitez, on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est un peu le côté horrible des réseaux sociaux et des médias alternatifs qui donne une tribune justement très différente de celle qu'on avait historiquement avant cette arrivée. Et je pense que ça participe justement du fait qu'aujourd'hui, on a du mal les Français, le on est toujours un peu le on est trop global, on est bavard, disait Brigitte Bardot. Attention. Les Français ont sans doute du mal à se projeter, à concevoir quel est effectivement le rôle de leurs députés et ce qu'ils font aujourd'hui pour faire changer les choses quand on voit des situations telles que celle-ci. Et d'un côté, des cris d'orfraie, et des cris d'oiseaux, des noms d'oiseaux qui sont lancés dans l'hémicycle, et de l'autre, un gouvernement qui a du mal à pouvoir porter un message qui rassemble autour de sa position. Ça faisait cirque ou alors cours d'école, parce que surtout quand il y a tout le monde. Au-delà de ça, c'est le décalage entre cette augmentation du budget de l'État qui est constatée et justement cette conviction, ou en tout cas ce discours qui est tenu de dire malgré les augmentations de budget, on n'a toujours pas les moyens de faire en propre, on va prendre à l'extérieur pour être plus efficace, mais l'efficacité n'est pas constatée. Par contre, de mon point de vue, Bruno Le Maire, quand il tient cette parole-là, il n'est pas simplement dans de la sincérité ou dans un aveu finalement. Pour moi, c'est une façon de déminer le terrain. Il démine le terrain parce que Emmanuel Macron a déjà plus ou moins, enfin ça sort dans certains articles, que l'entourage en tout cas d'Emmanuel Macron est conscient du fait que cet épisode va ou peut feuilletonner, avec des grandes chances de feuilletonner. Et à partir de ce moment-là, ce que doit faire le gouvernement, ou ce que, en tout cas, de mon point de vue, Bruno Le Maire anticipe, c'est de pouvoir justement désamorcer certains points en mettant déjà des éléments dans le discours, dans le débat public, pour dire OK, on a déjà pris en compte qu'il y avait des difficultés. On a déjà amélioré au sein de Bercy le fonctionnement en réduisant le recours au cabinet extérieur. Et je me dédouane par avance, en tout cas Bruno Le Maire tente de se dédouaner par avance en expliquant et en amenant des éléments pour que le jour où les sorties, les nouvelles révélations arriveront parce que l'enquête sera en cours et qu'il y aura forcément à un moment des éléments qui sortiront. Attention quand même, l'enquête du PNF. Mais si quoi que ce soit doit sortir, au moins il a déjà commencé à planter son discours. Et son discours est déjà là pour dire j'en suis conscient, vous ne me prendrez pas à défaut en ayant tenu une parole qui serait insincère les précédents mois. Il s'achète une sincérité dès à présent en tenant un discours. Alors est-ce qu'il est réellement sincère ou pas? C'est-à-dire entre les déclarations. C'est d'ailleurs un constat. La surpopulation dans les prisons, c'est un constat qui est fait depuis de nombreuses années et qui trouve beaucoup de difficultés à être résolu parce qu'on a du mal le gouvernement a du mal à trouver, les gouvernements successifs d'ailleurs, ont du mal à trouver des lieux où implanter ces prisons avec l'accord des populations. Et on parlait tout à l'heure justement de la démocratie participative, ça fait partie des sujets. Aujourd'hui, on ne peut plus imposer par le haut des politiques et notamment des infrastructures telles que celle-ci. Et il faut réussir à créer un dialogue, c'est pour ça. Et à chaque fois qu'on essaie de faire des peines... Marion Parizet. Oui, c'est toujours
le sport est toujours l'objet qui fédère le plus et c'est normal, encore plus dans des périodes comme la nôtre où on a des gens qui sont extrêmement sous pression. Le sport en général et le foot en particulier. Voilà, le foot en particulier, on a toujours l'espoir qu'on va gagner cette coupe. Pas sûr que le polo soit très fédérateur. Le polo, mais les Jeux Olympiques de manière générale sont extrêmement suivis à chaque édition. On a plusieurs, en cumulé, plus de 40 millions à chaque fois de spectateurs sur les chaînes, sur les grandes chaînes qui suivent les épreuves. Donc c'est important de garder et de conserver ces dimensions-là parce qu'elles permettent aussi justement de fédérer, de donner de l'espoir, d'encourager des vocations. Qui sait ? Alors pourquoi pas, hein ? Il y a eu beaucoup de débats, l'impact sur les politiques, je pense que ça sera vite effacé. Et cette Coupe